Bonsoir et bienvenue dans le gros chat avec aujourd'hui sur ce sujet délicat Claire Rodier, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Marc Manac, mon acolyte. Pardon. Ça va Jean-Marc? Ça va et toi? Je vais très bien. T'es très sexy aujourd'hui. Je te remercie. Je rappelle aux gens qui peuvent nous poser des questions sur ce sujet en mettant le mot dièse, le hashtag LVVT, ou sur Facebook ou sur Twitter. Et on relaiera leurs questions dès qu'on pourra. Jean-Marc, Claire est à toi. Moi, Claire, j'ai voulu vous inviter à cause de ce livre, Xénophobie Business, qui est sorti en septembre ou en octobre 2012, et qui fait le point sur les contrôles migratoires. Alors en fait, je ne sais pas si les gens voient, mais on voit une grande barrière, un mur électrique avec des caméras, on ne voit pas, mais il y a probablement des capteurs géothermiques pour arriver à identifier quand il y a un corps humain qui essaye et distinguer un corps humain d'un lapin, par exemple. Ça, c'est les frontières de l'Europe. Et moi, je voulais parler avec vous de toute cette, ce que vous appelez une forteresse Europe, ce que vous appelez également la guerre aux migrants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et de l'opération que vous allez lancer la semaine prochaine, où vous parlez justement de cette guerre? Oui, parce que cette guerre, elle dure depuis une bonne quinzaine d'années, je dirais, de façon organisée. L'Europe est en guerre contre les migrants, c'est assez net. Il y a eu beaucoup de morts, on en parlera sans doute tout à l'heure, entre 15, 20, 25 000 morts, dont une bonne proportion en Méditerranée. Des gens qui étaient dans un parcours migratoire et qui ont perdu la vie simplement en voulant aller chercher une vie meilleure. Et les instruments de cette guerre, ils sont de tous ordres, hein. Ils sont politiques, ils sont diplomatiques, mais depuis 4-5 ans, il y a une véritable petite armée qui s'est mise en place, qui s'appelle Frontex. Frontex, c'est l'agence européenne des frontières, qui est là pour coordonner les actions des différents États européens en matière de défense de leurs frontières extérieures. Et cette agence, qui est dirigée par un militaire et qui a à sa disposition les gardes-frontières qui sont lui sont fournis par les États, mais aussi beaucoup de matériel, des hélicoptères, des avions, des patrouilleurs maritimes, des radars, des caméras, des tas de systèmes qui permettent de piéger, de pister, de repérer s'il y a des migrants dits clandestins dans des embarcations ou dans des camions ou dans des voitures. Voilà, cette petite armée est de plus en plus puissante, de plus en plus autonome, dispose d'un budget de plus en plus important, dans une opacité absolument totale, et avec la bénédiction non seulement des États européens, ça on s'en doute parce qu'elle est à leur service, mais aussi de l'enceinte qu'on pense pourtant représentative de la démocratie ou garante de la démocratie en Europe, qui est le Parlement européen, qui vote régulièrement l'augmentation des budgets de Frontex. Et donc il y a un certain nombre de réseaux, dont le réseau Migre Europe, qui lance la semaine prochaine une campagne qui va s'appeler Front Exit, qui dit assez clairement ce qu'on veut, c'est-à-dire on veut plus de Frontex en fait, on veut plus d'armée pour empêcher les migrants de franchir les frontières par la menace et parfois par la mort. Jean Ziegler définit Frontex comme une organisation militaire quasi clandestine. Et dans votre livre... Oui, il n'a pas tout à fait tort. Alors, c'est pas tout à fait quasi clandestin, parce que, enfin, c'est pas vraiment clandestin, puisque Frontex a un site internet où l'agence vante ses réalisations, publie des bilans tous les ans, mais effectivement, tout est un petit peu masqué parce qu'on ne sait pas exactement à quoi elle sert, quels sont ses pouvoirs, quelles sont ses responsabilités. On a l'impression qu'elle n'a à répondre d'aucun des actes qu'elle commet, d'aucune des initiatives qu'elle prend, parce qu'elle s'abrite toujours derrière le fait qu'elle est mandatée par les États pour surveiller les frontières intérieures et surtout pour assurer la coordination de la surveillance, comme si elle-même n'avait pas de
de capacité d'intervention directe. Et c'est cette dilution des responsabilités qui est extrêmement grave, parce qu'il arrive quand même assez souvent, comme vous le savez, on le voit de temps en temps, que des gens se noient en mer parce qu'ils n'ont pas été secourus à temps quand ils essayaient de traverser la Méditerranée, voire même, comme ça s'est passé en 2011, on connaît bien l'impression qu'ils sont un petit peu aidés parfois par des navires qui croisent en Méditerranée à dériver et à finir dans un naufrage alors qu'ils auraient parfaitement pu être assistés au bon moment. Et il n'y a jamais de responsable. Voilà. Frontex n'est pas responsable, les États membres ne sont pas responsables, les fonctionnaires qui sont à bord de ces patrouilleurs maritimes ou des hélicoptères ou des avions ne sont pas responsables parce qu'ils sont aux ordres de leurs États, les États disent c'est Frontex qui coordonne, et voilà. On est dans une espèce d'impunité totale aux frontières pour ce qu'il s'agit des migrants. Et c'est pour ça que l'image de la guerre, qui paraît quelquefois un petit peu excessive, est quand même une image assez précise et assez réelle de ce qui se passe depuis donc un peu plus de 10 ans dans l'attitude de l'Europe vis-à-vis des réfugiés, des migrants, des exilés qui viennent parfois lui demander de l'aide. Mais alors Frontex, c'est une société Frontex, c'est une société française, c'est une société européenne. C'est une agence européenne, entièrement financée par vous, puisqu'elle vit des fonds publics, avec des crédits qui sont votés par le Parlement européen, avec l'argent des contribuables européens, qui ne savent pas grand-chose de tout ça, d'ailleurs. Il y a quelques années, le Parlement européen avait demandé un contrôle de Frontex. Est-ce qu'ils l'ont obtenu ? Alors, ils demandent régulièrement, c'est-à-dire que le Parlement européen, il dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'à la fois, ils vont prendre des résolutions pour dire, oh là là, il faut contrôler ce que fait Frontex, il faut surtout s'assurer que l'agence garantit le droit d'asile, par exemple. C'est-à-dire que la possibilité pour un boat people dit migrant clandestin qui est intercepté dans un bateau de demander l'asile si jamais il est en péril. Le problème, c'est que quand vous êtes au milieu de la Méditerranée avec une patrouille de Frontex, c'est-à-dire une patrouille parfois grecque ou italienne ou maltaise, qui elle-même s'associe avec une patrouille libyenne parce que Frontex passe des accords avec des pays tiers, avec des polices de pays tiers. Donc on va se retrouver avec des patrouilles mixtes, italo-libyennes ou bien hispano-sénégalaises, qui interceptent un bateau où il y a parfois des réfugiés. Et en fait, voilà, ce seraient ces fonctionnaires qui sont à bord de ces patrouilles, ces patrouilleurs, qui seraient censés dire « Cher monsieur, vous êtes en péril actuellement, on va vous raccompagner chez vous, sauf si vous demandez l'asile. Est-ce que vous avez besoin de protection en Europe ?» Ce serait ça, la garantie du droit d'asile. Voilà, donc le Parlement européen a effectivement attiré l'attention sur les risques de manquement au respect d'un certain nombre de droits des migrants du fait de la dilution des responsabilités dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il a obtenu que désormais Frontex s'est doté d'un comité consultatif qui donne son avis sur sa compatibilité, la compatibilité des interventions avec les droits de l'homme. Donc ce comité consultatif, qui est composé d'un certain nombre d'ONG, d'organisations internationales, est en place depuis le mois de septembre. Il n'a aucun pouvoir décisionnel, hein. Il dit juste son avis. Il est censé donner son avis. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Mais en même temps que le Parlement européen disait « Oh là là, Frontex, il faut faire quand même attention parce qu'il y a beaucoup d'incidents qui sont signalés, de manquements aux obligations qu'ont les États membres en termes de respect des droits de l'homme. » Mais en même temps, le Parlement dit mais il faut absolument protéger nos frontières extérieures, donc on va donner plus de moyens à Frontex, et Frontex a obtenu, en même temps qu'elle a créé son comité consultatif, pas mal plus d'argent et plus d'autonomie aussi, et notamment la possibilité d'affréter ses propres avions et ses propres bateaux et d'acheter du matériel, ce qu'elle va probablement faire, si ça n'a pas déjà commencé, avec la mise en place d'une flotte de drones pour surveiller les frontières. Alors, ce qu'il faut concrètement, le budget de Frontex, il a été multiplié par 15 en 5 ans, si j'ai bien compris. Ouais. C'est à la fois un service de renseignement qui documente les passages utilisés par les migrants,
C'est une agence de coordination des différentes forces de douane et de sécurité aux frontières. C'est dirigé par un militaire depuis Varsovie, mais c'est aussi une agence qui passe des accords avec des pays extérieurs à l'Union européenne. Et vous parlez de délocalisation des contrôles aux frontières, y compris avec des pays qui ne sont pas du tout des démocraties. Ah bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une règle en droit européen, c'est que tout accord international qui est passé soit par l'Union, enfin par les États membres, mais en tout cas par l'Union européenne, avec un État non européen, doit être visé par le Parlement européen et qui donne son avis sur l'opportunité de passer tel ou tel type d'accord avec tel pays. Et la question, effectivement, des garanties démocratiques joue un rôle assez important dans ce regard du Parlement européen sur les accords internationaux passés par l'Europe. Mais Frontex passe des accords sans aucun contrôle démocratique, sans aucun regard extérieur, au nom du fait que ces accords sont des accords techniques avec des polices. C'est-à-dire que le directeur de Frontex peut décider de passer un accord avec le directeur de la police sénégalaise ce qui lui permet d'accéder aux côtes sénégalaises, d'aller éventuellement faire de la surveillance, de la coopération avec ces polices sénégalaises ou mauritaniennes ou marocaines. C'est pas encore fait pour le Maroc apparemment. Et donc il y a là des accords bilatéraux qui sont passés là encore dans la plus totale opacité. Et effectivement, avec un certain nombre de pays pour lesquels on pourrait se montrer un peu plus regardant. Alors il y a beaucoup de négociations en cours, mais il y a déjà quelques accords qui sont passés aussi avec non seulement des pays africains, mais des pays de l'Est de l'Union européenne, puisque toute la frontière orientale de l'Union est en train de devenir un nouveau pôle d'arrivée de migrants. Donc il y a effectivement un vrai travail de renseignement qui se fait à travers cette coopération avec des polices de pays, soit d'origine des migrants, soit des pays de transit. Mais vous avez donné les 3 volets officiels de l'activité de Frontex, c'est-à-dire la coopération avec des pays tiers, le renseignement et puis la coordination des opérations de surveillance des frontières. Il y a un 4e volet qui n'est pas du tout affiché comme une des activités de Frontex, mais qui me paraît prendre un rôle assez important. C'est ce que j'appellerais le rôle d'interface entre les institutions, les décideurs politiques, d'une part, et les industriels de l'armement, tout ce qui est aussi industrie de technologie de pointe, pour qui la surveillance des frontières est devenue un marché. Et un vrai marché qui rapporte énormément, qui se développe et qu'il faut tout le temps alimenter. Donc il faut, parce qu'on a besoin de vendre plus de matériel, etc. Donc il faut tout le temps insister sur le fait que certes les frontières sont déjà un peu surveillées puisqu'on est déjà là, mais il faut les surveiller encore mieux parce que il y a des nouvelles routes qui s'ouvrent, etc. Et l'agence Frontex joue ce rôle de mise en relation des lobbyistes de ces grosses boîtes qui vendent de l'armement adapté à la surveillance des frontières, enfin de l'équipement adapté à la surveillance des frontières, mais souvent c'est des sociétés aéronautiques, enfin des boîtes qui font aussi du matériel militaire. Tout ça se mélange un petit peu. Et voilà, donc Frontex sert à ça, à la mise en relation avec ces industriels et les responsables politiques de l'Union européenne ou des États membres qui vont décider des budgets affectés, notamment en matière de recherche sur les nouvelles technologies, pour aider ces sociétés à développer du matériel plus perfectionné, plus adapté à la guerre aux migrants. Est-ce que vous avez des exemples précis, enfin, ce que vous dites est précis, mais des exemples précis de coopération avec des pays, je ne sais pas, la Libye Alors, ouais, Frontex ne coopère pas avec la Libye. Peut-être ça va venir, hein, parce que... Mais il y a eu quelque chose avec Kadhafi. Il y a eu quelque chose avec Kadhafi. Mais en fait,
l'Union européenne est indépendamment de Frontex. Hein, la Commission européenne et négocié en réalité avec Kadhafi un accord de coopération sur les questions de contrôle des flux migratoires depuis 2002, enfin dès la levée de l'embargo en fait, mais même avant la levée de l'embargo qui frappait la Libye, ça avait commencé avec l'Italie, le gouvernement italien aux avant-postes de ces bonnes relations avec Kadhafi. Pourquoi? Parce que la Libye était devenue depuis 2005, était devenu un des principaux points de passage pour les migrants qui se rendent en Europe. Après le verrouillage du détroit de Gibraltar et l'arrêt de la route par les Canaries. Avant, c'était l'Espagne qui était le principal point d'accès à l'Europe pour les ressortissants étrangers qui venaient d'Afrique, en particulier pour les migrants qui venaient d'Afrique. Et ensuite, ça s'est déporté vers l'Italie via la Libye. Et pour Kadhafi, les migrants, c'était vraiment une monnaie d'échange de beaucoup de choses, pas seulement de l'argent, mais des investissements, de la respectabilité, la réintégration dans la communauté internationale, au sein de la communauté internationale. Kadhafi négocie aussi du matériel pour surveiller sa frontière sud et voilà, il faisait beaucoup de chantage en fait à l'égard des pays européens en disant en gros si vous ne faites pas ce que je veux, si vous ne me donnez pas ce que je demande, moi j'ouvre le robinet des migrants et de la migration et il va se déverser sur vous des milliers et des milliers et des millions d'ailleurs, il l'a dit, hein, je peux envoyer comme ça d'un seul coup 1 million d'Africains sur l'Italie et sur le reste de l'Europe. Et cette négociation, ce chantage marchait assez bien. Et effectivement, la Commission européenne était en négociation avec Kadhafi depuis fort longtemps pour que la Libye assume de façon officielle une coopération en matière de contrôle des flux, notamment avec ce dont je vous parlais tout à l'heure, des patrouilles mixtes européo-libyennes pour surveiller les bateaux, les boat people qui essaient de traverser la Méditerranée vers l'île de Lampedusa et vers Malte aussi. En fait, l'accord était sur le point d'être conclu en février 2011, au moment où l'insurrection a commencé en Libye et la Commission a été obligée d'interrompre ces négociations, mais s'est assurée très très vite qu'elle pourrait reprendre avec le nouveau régime. Et avant même la chute de Kadhafi, au printemps 2011, les futures autorités libyennes avaient déjà donné des gages à l'Europe en disant vous en faites pas, une de nos priorités ce sera le contrôle des migrants. C'est vrai que ça ne gênait pas beaucoup la Commission européenne de négocier avec la Libye, avec la Libye de Kadhafi. Et finalement, c'est plutôt Kadhafi qui ne voulait s'engager dans aucun partenariat officiel qui a retardé en fait la négociation. Mais sinon, ça posait pas tellement de problèmes puisque la lutte contre l'immigration clandestine, elle est toujours habillée dans le discours des dirigeants européens, derrière une espèce de... oui, il y a un habillage de protection et de défense des droits. On dit communément qu'il faut absolument interrompre l'hécatombe en Méditerranée et tous ces migrants qui se noient. On l'a déjà dit, 18 000, 20 000 morts au cours des 10, 12, 15 dernières années ou 20 dernières années, dont une bonne partie en Méditerranée. Et le discours officiel consiste à dire, pour interrompre ces drames humains de la migration, il faut retenir les gens
en amont des frontières européennes, il faut les empêcher de prendre des risques, de risquer leur vie, et donc on va négocier avec des pays partenaires pour inciter ces pays à les retenir chez eux. Ça a été le cas avec le Maroc, ça marche très bien avec le Maroc, plus difficilement avec l'Algérie, ça a très bien marché avec la Tunisie, pour autant que des migrants transitaient par la Tunisie, ce qui n'était pas le plus fréquent. Ça marche avec la Mauritanie. Et ça marche aussi avec un certain nombre de pays de l'Est. On négocie avec la Turquie, l'Union européenne a négocié avec la Turquie pendant pas mal d'années pour obtenir que la Turquie coopère de façon étroite à ce que j'appellerais ce processus d'externalisation des contrôles migratoires, qui consiste à les mettre de plus en plus éloignés des frontières physiques de l'Europe. Sur le site de Migre-Europe, il y a une carte qui dresse la liste des 300 à 400 centres de rétention qui existent en Europe, mais il y en a aussi qui sont à l'extérieur de l'Europe. Est-ce qu'on a une idée de combien de centres de rétention en dehors de l'Union européenne existent? Est-ce que vous pouvez nous parler de Guantanamo en Mauritanie? Bon, c'est difficile de la carte, le nombre précis des centres de détention hors Union européenne. Même à l'intérieur de l'Union européenne, c'est pas si facile que ça. Migre-Europe travaille avec des données très diverses, des données officielles, mais aussi des données d'ONG. Donc, je ne sais pas combien on en est pour le pourtour de la Méditerranée, mais le chiffre que je pourrais donner ne serait pas très significatif, parce que il n'est pas forcément, il représente juste à un moment donné les relevés faits par l'ONG à partir d'informations qui lui sont fournies par des associations et par des militants, et non pas par des autorités officielles. Alors, un centre qui est officiel, oui, c'est ce Guantanamo qui a été appelé ainsi par les migrants, qui est installé à Nouadhibou, en Mauritanie, qui est financé par les Espagnols. Pourquoi? Parce que un grand nombre des migrants qui rejoignaient l'Europe passé jusqu'en 2006 par la Mauritanie et le Maroc, avant d'arriver en Espagne. Alors, au début, c'était par le détroit de Gibraltar, ensuite ça a été l'océan Atlantique jusqu'aux îles Canaries, au départ notamment des côtes mauritaniennes. Et l'Espagne a très rapidement obtenu, a mis le forcing pour passer des accords de réadmission des migrants illégaux et des accords de coopération avec la Mauritanie en matière de contrôle migratoire. Accords au sein desquels la présence d'un centre de détention où on place les migrants quand ils sont interceptés, par exemple en mer, au large de la Mauritanie, ou qui sont en train de franchir les frontières mauritaniennes. Donc on les arrête, on les place en détention dans un centre qui est officiellement géré par la police mauritanienne, mais contrôlés par les autorités espagnoles, et ensuite on les expulse en général vers le sud dans des conditions qui sont dénoncées par les ONG. Pourquoi les migrants l'ont surnommé Guantanamo? Ils l'ont appelé Guantanamo parce que c'est arrivé, il a été mis en place à peu près quelques années après Guantanamo, et les conditions de détention étaient telles que le lien s'est fait avec Guantanamo. En plus, il devait y avoir la Croix-Rouge dans le coin, la Croix-Rouge espagnole, qui assurait aussi une présence. Et c'est effectivement ce lien avec Guantanamo qui a été fait immédiatement par les migrants qui étaient arrêtés là-bas. Je vais poser une question de Candide. Claire, on est quand même obligé ou pas d'assurer cette sécurité aux frontières de l'Europe? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas si on est obligé d'assurer une sécurité, parce qu'une sécurité, ça veut dire ça laisse entendre qu'on a un ennemi. Il y a des frontières
les États contrôlent le passage de leurs frontières, mais ils laissent passer quand même énormément de choses, des biens, des capitaux, des marchandises, beaucoup de gens, beaucoup de monde. On dirait que les migrants sont devenus effectivement la figure de l'ennemi, très souvent d'ailleurs dans les discours depuis 2001 notamment associés à la figure du terroriste. Enfin, il y a une espèce de confusion qui est très présente dans toute la littérature institutionnelle de l'Union européenne à relance sécuritaire. On associe toujours la migration clandestine et le terrorisme. Donc voilà. Est-ce qu'on est obligé de se protéger? Peut-être, mais pour ça, il faudrait définir de qui on a besoin de se protéger. Et je ne suis pas sûre que les migrants qui cherchent en général à quitter des pays où soit ils souffrent de persécution, soit ils souffrent de misère, soit simplement ils ont besoin de les quitter parce qu'ils n'arrivent pas à y vivre normalement. Je ne suis pas sûre que ces migrants-là correspondent à l'ennemi dont l'Europe a besoin de se protéger. Mais en fait, peut-être que la difficulté de ce combat, c'est qu'on arrive très vite dans quelque chose de politique, avec de plus en plus de gens dans une Europe en crise qui pensent que, bah oui, mais ils vont venir, ils vont prendre nos emplois, ils vont prendre notre argent, ils vont prendre la place, qu'il n'y a pas de place, qu'on est en crise, alors on ne peut pas les laisser passer tant qu'on est en crise. C'est ça, ça devient tout de suite politique, cette histoire de sécurité. Bah, ça dépend comment c'est présenté. Il y a aussi... Bon, d'abord, ce que vous dites là, c'est pas faux, sauf qu'on l'entend depuis 20-25 ans, quoi, ce discours-là, plus ou moins, quoi. Ils vont venir, ils vont menacer nos emplois, voilà. Alors maintenant, c'est un peu exacerbé parce qu'on est en période de crise, voilà. Mais en tout cas, personnellement, moi, ça fait bien plus de 20 ans que j'entends ça. Il y a une menace, il faut protéger nos frontières. Et ça fait plus de 20 ans que je vois qu'on vote des lois de plus en plus sévères à l'égard des immigrés, qui sont toujours justifiés par la même chose. Ils vont venir, ça menace nos emplois, c'est pas bon, ça déstabilise l'Europe, etc. Ça déstabilise les sociétés, y compris les immigrés en situation régulière qui sont là et qui ont aussi besoin d'être protégés, etc. Donc il y a toute une rhétorique qui justifie ce discours sécuritaire. Et donc on vote des lois répressives et on met en place des dispositifs de plus en plus perfectionnés pour protéger les frontières. Mais ça fait plus de 20 ans. C'est-à-dire que moi j'entends ça, les lois en France, il y en a eu plus de 25 dans les 25-30 dernières années, et qui sont toujours justifiées par le fait que jusqu'à présent c'est pas bien et qu'il faut que ce soit mieux. Sauf que c'est jamais mieux. Et pour les dispositifs de sécurité, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, ça se passe plutôt au niveau de l'Union européenne. Il faut toujours plus d'argent, des dispositifs toujours plus perfectionnés. Et j'ai l'impression que demain, ce sera pareil. Il faudra des lois plus répressives et des dispositifs plus perfectionnés. Donc ma conviction, c'est que ce discours sur ils nous menacent, ils vont venir, on doit se protéger, etc., est un discours qui n'est pas destiné... Enfin, qui est destiné à faire peur et à faire croire qu'ils vont venir, qu'ils nous menacent, etc., mais qui ne se traduit pas dans les faits, concrètement, par une réelle volonté de fermer les frontières et effectivement d'en finir avec ce risque d'invasion. Sinon, au bout d'un moment, ça devrait marcher, quoi. Si on n'arrête pas de mettre des dispositifs, de construire des murs, on construit des murs physiques, quoi. Maintenant, pour se protéger de l'ennemi que représentent les migrants. Il y a 18 000 kilomètres de frontières, de murs frontières à l'échelle de la planète, alors qu'au moment de la chute du mur de Berlin, on a dit plus jamais ça, plus de murs pour empêcher de passer les gens, quoi. On en construit. Et je ne pense pas que ça interrompe le passage des migrants. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est que ça le déplace. On en a l'expérience en Europe depuis le début des années 2000, où il y a eu effectivement un déplacement d'ouest en est des routes migratoires, mais juste un déplacement, pas une diminution. Et pourtant,
L'Europe a énormément investi dans les dispositifs de contrôle et tous les dispositifs répressifs. Ça comprend aussi les centres de rétention, ça comprend l'organisation d'expulsion avec affrètement de charters, etc. Voilà, on a dépensé beaucoup d'argent pour mettre en place des dispositifs de plus en plus perfectionnés pour empêcher les gens de passer. Je crois que les gens ne s'arrêtent pas de passer, que les bouleversements géopolitiques, les crises environnementales, le simple fait que la mondialisation, ça concerne aussi les gens pour qui elle n'est pas complètement faite, quoi. Mais c'est aussi ça, c'est aussi des pauvres qui se déplacent. Je crois qu'on n'arrêtera jamais ce processus-là. Et je ne suis pas sûre que ceux qui affirment qu'il faut des lois d'une part et des dispositifs de contrôle pour en finir avec l'immigration clandestine ou pour réduire l'immigration clandestine, je ne suis pas sûre que eux, eux croient qu'on peut empêcher les gens de passer. Mais je pense que toute personne qui réfléchit un petit peu et qui a, disons, des moyens d'analyser un peu les mécanismes qui expliquent les déplacements de population, toute personne un peu sensée ne peut pas croire qu'on peut empêcher des grandes masses de population de se déplacer quand elles ont besoin de le faire. On peut arrêter quelques personnes, on peut arrêter quelques centaines de personnes, on peut en arrêter quelques milliers, on peut les tuer. Voilà, la guerre aux migrants, c'est aussi ça. Mais on ne peut pas inverser des logiques qui sont liées à ce phénomène, je décrivais, de mondialisation où voilà, j'ai l'impression que les déplacements massifs de population, c'est quelque chose qui s'impose, qui s'imposera d'ailleurs à nos sociétés, qu'on ferait beaucoup mieux de les anticiper plutôt que de les redouter, de faire croire qu'on peut les empêcher. Mais je ne crois pas qu'on puisse les interrompre. Vous allez même encore plus loin, vous dites que ces murs ne servent à rien et sont disposés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le besoin de stopper des migrants. Et vous pointez du doigt le fait qu'il y a des gens qui se partagent le gâteau, qu'il y a énormément d'argent en jeu, qu'il y a énormément de recherche et développement qui est financé par les instances européennes, qui financent la recherche et développement d'industriels de la sécurité, de marchands d'armes, de fabricants de nouvelles technologies pour développer des drones, pour développer des capteurs thermiques, pour développer des sous-marins, pour arriver à reconnaître la différence entre un bateau de migrants et puis un bateau officiel. Et qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent avec cette guerre aux migrants. Oui, je pense que même si ça n'a pas, j'ai pas une vision complètement manichéenne des choses où il y aurait un grand Manitou qui aurait décidé qu'on va contrôler les frontières pour pouvoir faire de l'argent. Je pense qu'il y a des concours de circonstances, des opportunités, des effets d'aubaine. Je pense que le 11 septembre a été un effet d'aubaine pour les marchands de sécurité, indépendamment de la question migratoire. Hein. Et dans le domaine des migrations, je pense que c'est construit petit à petit, effectivement, une logique, c'est construit petit à petit, une logique de profit qui s'est adossée à un discours, disons une idéologie de la peur, hein, qui a effectivement amalgamé, depuis la fin des années 90, terrorisme international, immigration illégale, grand banditisme, trafic de stupéfiants, trafic d'êtres humains. Tout ça fait un package qui est très utile, qui est venu finalement alimenter les lobbyistes du domaine de la sécurité, voilà, qui profitent largement de ce discours. Ce discours, il est servi, à mon avis, par les dirigeants européens, peut-être pas prioritairement pour faire de l'argent ou pour fournir ces sociétés de sécurité, ces entreprises d'armement, etc. Il est d'abord fait à l'égard de leur population pour leur dire on va vous protéger. Voilà, c'est une façon pour des gouvernants de donner
des boucs émissaires à leurs administrés qui sont un petit peu désemparés et finalement de détourner, à mon avis, les esprits des vrais problèmes qui préoccupent les gens. Donc on leur donne de l'immigration clandestine, on voit ça à chaque échéance électorale, et ça permet d'éviter de parler d'autre chose. Et là-dessus se greffent des phénomènes comme le fait que beaucoup de pays industrialisés ont réduit leur budget d'armement, ce qui a mis au chômage un grand nombre de militaires, lesquels militaires, et ça c'est un processus qui est déjà assez ancien, se sont recyclés dans les sociétés de sécurité, qui ont commencé à devenir une composante très importante de cette logique de la lutte contre le terrorisme, lutte contre l'immigration clandestine. Et ensuite, quand elles existent, ces grosses sociétés, ces multinationales, je donne dans le livre l'exemple de la plus grosse multinationale dans le domaine de la sécurité qui s'appelle la G4S, qui va être gestionnaire de centres de détention de migrants au Royaume-Uni, mais aussi en Australie, en Afrique du Sud, qui va fournir des gardes pour faire du convoyage d'expulsés, et qui va être finalement à toutes les étapes du parcours migratoire des étrangers qu'on veut éloigner des États européens. Je donne aussi l'exemple de ce que j'appelle les marchands de prison, les deux principales sociétés qui à la fois construisent, gèrent et entretiennent et fournissent tous les services dans le domaine pénitentiaire aux États-Unis, qui se sont petit à petit adaptés au marché de l'immigration clandestine et de la lutte contre l'immigration clandestine, et qui se partagent le gâteau des centres de détention. Au point que pour les faire marcher, il faut qu'il y ait plus d'immigrés détenus. Et c'est la logique de ces sociétés privées, ces logiques de profit conduisent à ce que leurs lobbyistes fassent voter des lois qui prévoient que les temps de détention sont plus longs et qu'il y ait plus de motifs de détenir les migrants en attendant leur expulsion. Donc on a vraiment là un effet direct de l'intervention de ces boîtes qui sont là pour faire du profit sur la législation relative aux migrants. Et ça, c'est vrai, quels que soient les gouvernements, parce que le gouvernement Obama, comme on le sait maintenant, a été extrêmement un des plus sévères vis-à-vis des migrants. Et c'est sous le premier mandat Obama que les nombres d'arrestations de migrants étaient les plus importantes, même si ça commence à s'assouplir aujourd'hui. Vous donnez un autre exemple en Grèce, où quelques temps avant les élections, pour rassurer l'électorat, semble-t-il, le parti au pouvoir a annoncé la création de 30 centres de rétention, de 1000 places chacun, qui allaient chacun créer 1000 emplois. Et donc, ils se servaient de l'argument de créer des centres de rétention et de détention pour créer de l'emploi. Et le résultat, c'est que le parti au pouvoir n'a pas été réélu. Par contre, le parti néo-nazi, qui lui luttait contre les races inférieures et stigmatisait les migrants, lui a explosé au Parlement européen. Ça a des effets concrets politiquement. Oui. Oui, là, il y a une espèce de logique qu'on connaît aussi. Hein. Enfin, en fait, la désignation de l'immigré comme bouc émissaire, c'est quand même très classique. Alors, ça a été particulièrement caractéristique en Grèce, où effectivement, on avait ce parti néo-nazi qui attaquait physiquement, ouvertement les migrants et les désignait alors là comme l'ennemi. Et du coup, les autres partis qui étaient à la traîne et qui en ont rajouté sur le thème, avec cette annonce effectivement assez incroyable du profit qu'allait apporter la création de centres de détention en Grèce. Avec ce chiffre qui a été donné dans la presse par un représentant du parti qui était à l'époque menacé. Mais l'argument de l'emploi, on le trouve aussi aux États-Unis, parce que quand on se balade sur le site de ces boîtes, de ces sociétés-là qui fournissent les centres de détention,
ils essayent, eux, de se placer auprès des municipalités en expliquant que quand ils arrivent dans une ville, si on les autorise, voilà, quand ils donnent des exemples d'arrivées dans certaines villes où l'installation d'un centre de détention procure beaucoup d'emplois, et c'est un argument pour effectivement se vendre entre guillemets. C'est un argument d'ailleurs qui mériterait d'être un peu étudié. Moi, je pense que ça devrait vraiment être fait, c'est de savoir combien ça coûte aux États, parce que ça rapporte à des sociétés privées, mais ça coûte quelque chose, quoi. Et on a une idée justement du budget, parce que là, le programme de recherche et développement sur les technologies de sécurité, dont une bonne partie est liée à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre les migrants, c'est grosso modo 2 milliards d'euros pour les 5 prochaines années. Or, c'est précisément 2,5 milliards d'euros que réclamaient les associations caritatives pour l'aide alimentaire dans les prochaines années qu'ils n'auront pas. Donc l'Europe a fait le choix effectivement de financer des technologies de sécurité, de la R&D pour boucler les frontières plutôt que de donner à manger aux pauvres. Est-ce qu'on a une idée au-delà de cette R&D de combien ça coûte tout cet arsenal technologique, et pas seulement technologique, les centres de rétention, cette guerre, ce que vous appelez la guerre aux migrants? Moi, j'ai pas réussi. Enfin, je me suis pas lancée dans ce travail-là. Je pense qu'il est à faire. Il y a eu des choses qui ont été faites ponctuellement. Il y a déjà pas mal d'années, par exemple en France, il y a eu des travaux sur le coût des expulsions. Combien ça coûte une expulsion d'un étranger par avion, etc. Donc je ne sais plus à combien on est arrivé. J'ai même oublié les chiffres, mais c'était de l'ordre de 20 ou 25 000 euros par personne, si on comptait non seulement le voyage, mais le prix de l'escorte, le temps de la détention avant l'expulsion, etc. Mais je pense qu'il faut aller voir vraiment dans tous les domaines, prendre tous les aspects de la répression des migrants et de cette guerre aux migrants pour faire un chiffrage. Et je pense qu'en effet, on dépasserait, si on prenait à l'échelle européenne, on dépasserait certainement le montant de l'aide au développement, par exemple, de l'aide au développement consentie par les pays de l'Union européenne aux pays à qui ils en fournissent. Je ne sais pas si en même temps ce genre de calcul est très intéressant. C'est assez frappant, mais je crois que les aspects, voilà, ce type de balancement doit être, ou ce type de comparaison doit être mesuré. Moi, je ne suis pas non plus sûre que de toute façon, l'aide au développement ou l'aide aux associations caritatives soit la meilleure façon de gérer la question de l'immigration. Je pense que c'est vraiment une révolution copernicienne qu'il faut faire dans la tête des gens, et pas seulement des gens qui nous gouvernent, mais de tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut comme type de rapport entre citoyens d'une même planète? Comment on conçoit la circulation des personnes? Est-ce que c'est normal qu'il y ait une petite partie de la planète dont les ressortissants peuvent passer absolument partout, franchir toutes les frontières avec leur carte bleue ou avec même leurs empreintes digitales bientôt, ou déjà d'ailleurs, vous savez qu'on peut passer maintenant des frontières simplement en posant sa main sur une borne si on est persona grata. Est-ce que c'est normal qu'il y ait ça d'un côté et une partie beaucoup plus importante de la population de la planète qui n'a pas du tout le droit de bouger? Et est-ce que c'est normal que ce soit les gouvernants des pays de ceux qui bougent qui décident que les autres ne bougent pas, qui décident des politiques migratoires? Parce que c'est ça. Moi, je me suis intéressée à la question du business pour montrer que, à mon avis, les politiques migratoires ne sont pas faites pour ce qu'elles prétendent avoir comme objectif. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites prioritairement pour ni empêcher les gens de franchir les frontières, ni même tellement bien contrôler ces passages. C'est pour essayer d'inciter les gens à se poser des questions sur les fondements réels de ces politiques qu'on leur vend comme des politiques
protectrice pour les citoyens. Mais la question des aspects financiers me paraissent pas forcément les plus importants à mettre en avant quand on réfléchit à ce que devrait être un monde où les gens ne seraient pas obligés de migrer. Je pense que ce n'est pas un objectif en soi que les gens ne sortent pas de chez eux, mais que l'idéal, c'est de pouvoir le faire quand on veut et revenir quand on veut. Et c'est les conditions de ces rapports entre pays dits aujourd'hui riches et pays pauvres aujourd'hui qu'il faut arriver à changer. Et pour les changer, je pense que ça, c'est vraiment une prise de conscience des citoyens, du rapport à l'autre et de ce qu'on veut faire de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. L'image des murs que je donnais tout à l'heure, enfin, l'image, quand on se représente ces 18 000 kilomètres de murs migratoires qui existent aujourd'hui, je trouve qu'elle est très impressionnante, au-delà des profits qui sont certainement tirés de la construction de ces murs par ceux qui les conçoivent, qui les bâtissent, qui profitent des trafics liés à l'existence d'un mur. À chaque fois qu'il y a un mur, il y a des trafics pour le franchir. Voilà. Indépendamment des aspects financiers, cette idée qu'on construit des murs pour se protéger de l'ennemi imaginaire qui est derrière, me paraît terriblement inquiétante. Et c'est ça dont il faudrait prendre conscience. Est-ce qu'on veut un monde de murs à l'image de ces espaces hyper clos, hyper protégés qu'il y a dans certains pays d'Amérique du Sud, aux États-Unis aussi, de plus en plus, où les gens vivent entre eux sans aucune pollution extérieure. Moi, je pense que c'est plutôt par ces prises de conscience-là qu'il faut passer pour remettre en cause les politiques migratoires. Claire, je me pose une question. Pourquoi vous vous êtes intéressée à ce sujet? Ça a été quoi le déclic dans votre vie? En fait, moi, ça fait 25 ans au moins que je travaille dans des associations qui s'occupent de défendre les droits des migrants. Je suis juriste de formation. J'ai beaucoup travaillé sur tous les aspects législatifs et juridiques qui concernent les migrants. Et finalement, j'ai presque déjà un peu répondu tout à l'heure. Ça fait 25 ans que on me sert le même discours sur la nécessité de protéger les frontières pour garantir la sécurité, pour éviter les débordements, pour éviter que les immigrés en situation régulière souffrent d'un défaut d'intégration parce qu'il y aurait trop d'étrangers en situation irrégulière. J'ai l'impression que ces discours qu'on nous sert depuis si longtemps ne se réalisent jamais. C'est comme si c'était jamais possible de réaliser ce qui est promis en termes de sécurité. Et je me suis dit à un moment donné, c'est que le but n'est pas de sécuriser les frontières vraiment, n'est pas en tout cas d'empêcher les migrants de passer. Donc il doit y avoir il y a 25 ans. Il y a 25 ans, juste moi c'est pour moi, ouais. Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet et pas... Au départ, pourquoi je suis tombée dedans? Ouais. Par hasard, comme plein de gens. Je sais pas, j'ai commencé par militer dans un mouvement antiraciste parce que j'étais très affectée, un peu révoltée par les actes racistes. C'était une époque où le Front National faisait beaucoup parler de lui, l'extrême droite était assez virulente. Et en fait, en militant contre le racisme, c'était, je suis juriste de formation, donc c'était la lutte par le droit, contre les refus de services dans les bistrots, comme il y avait, contre les agressions racistes, aller devant les tribunaux pour faire condamner les agresseurs, faire condamner aussi les déclarations de Jean-Marie Le Pen, qui étaient très, très... il y avait tout un registre
le registre habituel de l'extrême droite. Il se faisait régulièrement condamner par les tribunaux. Et au bout d'un moment, en travaillant et en militant dans ce domaine-là, j'ai eu la conviction que ça ne servait à rien de se battre contre le racisme ordinaire si on ne s'attaquait pas à la xénophobie institutionnelle. Et pour moi, la xénophobie institutionnelle, c'était des législations qui prévoient un régime d'exception pour les étrangers, c'est le cas aujourd'hui, ne prévoit pas que des étrangers qui sont installés depuis 30, 40, 50 ans et qui vivent à côté de moi aient le droit de vote, par exemple. C'était déjà à l'ordre du jour à l'époque dont je vous parle, il y a 25 ans, ça l'est toujours aujourd'hui. Il n'y a pas le droit de vote. C'est le fait qu'on puisse être expulsé d'un territoire où on a toute sa famille qui est ici, c'est le fait qu'on puisse être exploité sans problème par des employeurs qui ont besoin de main-d'œuvre pas chère, mais persécutés en tant que sans-papiers. Voilà, donc tout ce que j'appelais ce que j'appelle la xénophobie institutionnelle, cet ensemble de textes et de pratiques qui font que l'étranger, parce qu'il n'est pas la même nationalité que moi, a des droits différents, me semble être à la source et à l'avant-garde finalement des pratiques discriminatoires du citoyen lambda. Et voilà, c'est ça qui m'a fait travailler. Je comprends. Est-ce que le problème, alors là pour être un peu plus cru et cruel de ce dossier de l'immigration, c'est que finalement on ne sait pas trop qui c'est, on ne les voit pas, on n'entend pas parler, et finalement, quand on en entend parler, on apprend qu'ils sont morts, donc peut-être c'est un peu trop tard. C'est une espèce comme de rideau sur le sujet. Mais vous avez sans doute raison, parce que moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que des gens sont en contact direct avec eux, là, ceux qu'on ne connaît pas et que, en général, dont on connaît l'existence quand ils sont morts, mais quand par chance on arrive à les rencontrer avant qu'ils soient morts, il me semble qu'il y a il y a des choses qui se passent et des prises de conscience qui viennent complètement naturellement et qui à la fois dédramatisent et démystifient cette histoire de l'ennemi étranger. Et comme exemple, je crois qu'on peut retenir depuis la fermeture du camp de Sangatte dans le Pas-de-Calais, où il y avait énormément de migrants qui passaient pour essayer de rejoindre les côtes, de traverser la Manche et de rejoindre l'Angleterre. Depuis cette époque, c'est-à-dire depuis 2002 en gros, il continue à y avoir autant de migrants dans cette région du Pas-de-Calais qui essayent de passer en Angleterre, qui y arrivent, c'est plus difficile, plus cher, plus compliqué, plus dangereux, mais ils y arrivent quand même. Et donc ils continuent à affluer dans cette région. Mais comme il n'y a plus ce camp de Sangatte qui permettait qui leur permettait de se rassembler au même endroit, en fait, ils sont disséminés dans toute la région. Et depuis 2002, c'est-à-dire maintenant depuis plus de 10 ans, se sont constitués dans plein de villages du Pas-de-Calais des comités d'habitants de ces villages qui, au contact des migrants, ont commencé à leur apporter une aide. Alors c'était un peu au début, voilà, ça relevait un peu du caritatif, quoi. Je te donne à manger parce que tu es là, que tu es au bord de la rue, etc. Alors il y a eu des gens hostiles, mais aussi des gens qui avaient aucune fibre militante et qui n'étaient pas du tout de politique ni rien, mais qui ont commencé à dire simplement il est à côté de moi, je lui file à bouffer, je lui donne une couverture, etc. Et au fil des années, il est né vraiment une réflexion au sein de ces habitants du Pas-de-Calais qui, petit à petit d'ailleurs, se sont constitués en une sorte de réseau parce qu'ils se contactent entre eux d'un village à l'autre, etc. Et il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place avec des gens qui jusque-là n'étaient pas militants et qui ont un discours qui, à mon avis, est beaucoup plus susceptible de
convaincre que l'étranger c'est pas un ennemi, que c'est pas difficile de vivre avec lui, que même quand il parle pas la même langue, on arrive quand même à se comprendre, et que s'il a envie d'aller en Angleterre, eh ben c'est son choix, c'est pas le mien, et c'est pas à nous de le décider, parce qu'après tout, moi aussi, je vais quand je veux, je sors de France et je vais dans un autre pays. Et voilà. Et cette prise de conscience, elle s'est faite simplement par la rencontre. Donc voilà, c'est à la fois une façon de dire que vous avez raison, de dire c'est pas très grave, on les connaît pas et c'est pour ça que ça se passe comme ça, ils meurent, et quand ils meurent, ben voilà, ils sont morts. Et en même temps, moi j'ai assez confiance dans le fait que si changement il doit y avoir, changement de mentalité, ben ça viendra comme ça, par des contacts directs entre des gens. Et pas forcément ni des militants, ni des politiciens. Voilà, les choses, elles se feront. Bon, là, c'est un volet un petit peu optimiste. Je ne suis pas très optimiste de nature, mais cet exemple-là me semble assez intéressant à cet égard. Et pourtant, c'est les migrants qui sont dans le Pas-de-Calais, hein, c'est des gens qui sont très éloignés. C'est Érythrée, Éthiopie, Afghanistan. C'est pas des gens avec qui c'est facile de parler comme des Africains de l'Ouest, par exemple. Voilà. Mais il y a une solidarité qui s'est créée et des vrais liens. Tu as une question Ouais, encore une question, Jean-Marc. Quand je vous ai contacté pour vous demander pour vous proposer d'interviewer, vous m'avez expliqué que au moment du printemps arabe, la Tunisie a accueilli entre 500 et 600 000 réfugiés, alors que c'était la révolution en Tunisie, que les infrastructures, que le gouvernement, enfin bon, tout était à revoir, et que sur ces 500 000 à 600 000 réfugiés, l'Europe en a accueilli 800 et la France 1. Oui. Est-ce que ça a changé ? Là, c'était du temps de Sarkozy. Non, mais c'est pareil. Aujourd'hui, ça a changé. Ah, mais non, c'est pareil. D'ailleurs, maintenant, c'est plus les réfugiés venant de Libye. Quand on parle de réfugiés venant de Libye, c'était pas des Libyens, hein, c'était des étrangers qui étaient en Libye, qui étaient réfugiés entre guillemets en Libye, parce qu'il n'y a pas de réfugiés en Libye, mais à l'époque, mais qui étaient surtout des Africains de la Corne de l'Afrique qui étaient bloqués et qui avaient trouvé à travailler en Libye parce que ils avaient fui leur pays. Et donc, au moment du début de l'intervention de l'OTAN en Libye, les étrangers sont partis en masse, tous les étrangers. Les riches, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'étrangers, d'employés de sociétés de pays industrialisés qui ont tout de suite été rapatriés par leur pays. Et puis ceux qui ne pouvaient pas retourner dans leur pays parce qu'ils l'avaient déjà fui, se sont retrouvés effectivement dans des camps essentiellement en Tunisie, des camps qui ont été construits, installés vite, à la hâte. Et le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a essayé de placer ces réfugiés dans des pays qui avaient plus de capacité de les accueillir que cette pauvre Tunisie qui relevait à peine de révolution et qui était en pleine crise. Et donc il y a eu des négociations entre le HCR et des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, qui traditionnellement sont assez... sont une des ressources pour le HCR pour l'accueil de réfugiés. Et puis des négociations avec l'Union européenne. Et effectivement, l'Union européenne a considéré que les printemps arabes, c'était très bien à regarder, mais de loin, qu'il fallait surtout pas que les gens qui quittaient la Libye viennent en Europe, parce que ça pouvait représenter une menace pour l'Europe qui était déjà en crise. Et donc, ils se sont répartis l'accueil des réfugiés dans les chiffres que vous avez cités, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, la Belgique a proposé 20 places d'accueil, le Luxembourg 2, le Portugal 38, la Roumanie 16. Et puis la France n'avait rien proposé du tout d'ailleurs, mais on a su qu'il y avait quand même... Un réfugié qui avait été accueilli, voilà. Mais l'attitude aujourd'hui... On sait qui c'est, non ? C'est un joueur de foot, un artiste Non, je ne sais pas. Je crois que c'était effectivement pas un réfugié lambda. C'était quelqu'un de relativement important, mais je ne peux pas... Ah, c'est peut-être l'argentier de Kadhafi. Tu sais, c'est qui avait trouvé... et qui, comme il était recherché par la justice, après, miraculeusement, il a fui la France. C'est possible.
Mais aujourd'hui, c'est pareil. Voilà, on a la reproduction du modèle Libye avec la Syrie. Parce que alors personne ne doute que les gens qui fuient la Syrie aujourd'hui sont vraiment en danger. On n'entend même pas parler, ce qui est souvent quand même le cas pour d'autres nationalités, de faux réfugiés qui profitaient de la situation pour essayer d'abuser les dispositifs, les systèmes d'asile des pays européens, etc. Non, là c'est pas ça, c'est vraiment des vrais réfugiés. Mais l'Union européenne a quand même pris le soin d'organiser son inaccessibilité, si on peut dire, pour les réfugiés syriens, et considère qu'ils sont beaucoup mieux dans les pays avoisinants, essentiellement donc la Turquie, le Liban, la Jordanie. Ça, on trouve ça très bien en Europe, et on ne veut surtout pas voir venir les Syriens. On veut à ce point pas les voir venir que la France, par exemple, a mis en place un système de visa, ce qui s'appelle visa de transit aéroportuaire, qui empêche un Syrien qui voudrait aller par exemple en Suède, c'était à partir de cette affaire qui a été décidée, l'instauration des visas de transit aéroportuaire, passe par la France. Parce que s'il passe par la France, s'il passe par Paris avant d'aller en Suède, il risquerait de s'arrêter à Paris, à Roissy, et d'essayer de pénétrer sur le territoire, par exemple en demandant l'asile. Et comme s'il demandait l'asile, ce serait difficile de lui refuser s'il est syrien qui vient. Le mieux, c'est de ne pas lui donner le visa qui permet de passer par la France. Et ça a été décidé au début du mois de janvier. Par qui alors chez nous? Le ministère des Affaires étrangères. Monsieur Fabius. Voilà. Alors en étroite coopération avec le ministère de l'Intérieur, puisque c'est la police aux frontières, la police de l'air et des frontières, qui signale « Ouh là là, il commence à y avoir beaucoup de Syriens qui transitent par la France, là il faudrait faire quelque chose ». Dès qu'ils en voient un peu trop, ça s'appelle appel d'air. Et donc pour éviter l'appel d'air, on instaure des visas. Le même type d'attitude avait été adopté d'ailleurs à un moment donné où on trouvait qu'il y avait trop de Tchétchènes. C'était il y a quelques années, qui arrivaient à Paris, et du coup on a mis en place des visas aussi pour les empêcher de passer par la France. C'est-à-dire que là c'est pas exactement l'ennemi, enfin c'est pas l'ennemi désigné comme tel, on dit pas c'est de l'immigration clandestine. On reconnaît que c'est des gens qui sont éventuellement en danger, qui auraient éventuellement besoin de protection, juste on s'arrange pour qu'ils viennent pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Claire? Parce que vous dites à la fois que vous n'êtes pas très optimiste, pas très pessimiste. Qu'est-ce qu'on fait de ces informations, nous, maintenant? Je ne sais pas ce que vous pouvez en faire. Moi, ce que je pense, c'est que si un jour un changement dans ce domaine, il ne viendra pas forcément de ce qu'on peut faire nous ou de ce que décideront les gouvernements. Ça se fera, ça s'imposera. Il y a quand même des événements extrêmement importants qui se sont déroulés au cours disons de la deuxième moitié du XXe siècle et au début de celui-là, qui n'ont pas été prévus, que les responsables politiques n'avaient pas anticipé, en tout cas pas dans la forme que ça a pris. L'effondrement du bloc soviétique, par exemple, qui a quand même entraîné beaucoup de modifications, y compris en termes de déplacement de population, c'est quand même la chute du mur, c'est quand même tombé à un moment où ce n'était pas attendu. Plus récemment, et dans des proportions un peu moindres, les révolutions arabes, le fait que tout à coup la population tunisienne dise à Ben Ali de s'en aller, c'était pas prévu ça n'avait pas été annoncé par les diplomates, voilà. Et j'ai l'impression que indépendamment de ça, les grosses catastrophes écologiques ou environnementales, moi je pense qu'on évolue plutôt vers une accélération de ce genre de phénomène que vers une diminution, sont aussi des facteurs de déplacement de massifs de population. Donc j'aurais tendance à dire que ça va se faire de toute façon. Mais ça va se faire, quand je vous écoute, ça va se faire par le peuple, par en bas. Ça va se faire exploser, par en bas. Quoi. Ça va exploser. Et juste, je ne suis pas sûre que ça se fasse dans les meilleures conditions.
Et je pense qu'il y aurait des façons intelligentes d'anticiper le fait que ça va se faire, qu'à l'horizon, je ne sais pas moi, dans les 50 prochaines années, les frontières vont bouger, les gens vont beaucoup bouger aussi, et pas forcément dans les sens, dans les directions qu'on croit. L'essentiel de la migration, l'essentiel des déplacements de population, ils ne se font pas dans le sens du sud vers le nord, ils se font beaucoup, et elles se feront beaucoup de plus en plus dans ce qu'on peut appeler le sud vers le sud. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais c'est un phénomène qui va certainement se renforcer. Et voilà. Je pense que ça va bouger, qu'on ne peut pas tout maîtriser, tout anticiper, mais qu'on pourrait le faire quand même beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, et que l'énergie qui est mise par les gouvernants des pays industrialisés pour prétendre protéger leurs frontières pourrait être mise au service d'autres objectifs qui seraient justement oui, je parle beaucoup en termes d'anticipation parce que tout notre mode de vie, y compris en temps de crise aujourd'hui, est orienté vers la satisfaction des besoins des citoyens, de nos pays, etc. Et alors avant, c'était au niveau d'un pays, maintenant on a l'Europe et il faut protéger les citoyens européens. Et je pense juste qu'il faut arriver à penser en termes encore beaucoup plus larges, c'est-à-dire essayer de voir comment satisfaire les besoins de zones beaucoup plus importantes qu'une région comme l'Union européenne, mais de penser à toute la zone euro-méditerranéenne, par exemple. Se dire que c'est dans l'intérêt de tout le monde que les gens ne bougent que par envie et non pas par besoin. Et ça doit pouvoir se faire si on y réfléchit un petit peu. Juste, ça oblige à réfléchir. Et ce sera peut-être ma dernière question, mais... Sans doute. Sans doute. Carrément même sûr. Sûr. Ça me semble important, c'est... Là, à Calais, 25% des migrants se brûlent les doigts pour effacer les empreintes digitales. On en est arrivé à un stade où en 20 ans, on arrive à près de 20 000 personnes qui sont mortes aux frontières de l'Europe, qui ne sont pas des Européens. Là, quand je discutais avec Gert l'autre jour, il pointait du doigt la situation en Grèce, où en Grèce, il y a les néo-nazis qui sont en train de monter. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette situation de guerre, où des gens se meurtrissent, se mutilent les doigts, n'en arrive pas aussi aux Européens et où des Européens pourraient aussi en mourir à terme? Soit parce qu'il y aurait une guerre dans un pays, la Grèce, soit parce que ces frontières-là, à un moment, ça va être entre les riches et les pauvres. Et les pauvres, c'est pas que les non-européens. Mais je pense qu'on est déjà d'ailleurs, on est vraiment exactement dans une frontière. La vraie frontière, elle est entre les riches et les pauvres, déjà quoi. Alors, est-ce que j'ai... voilà, c'est vraiment mon sentiment. Quand vous dites est-ce que vous n'avez pas peur, c'est est-ce que ça ne va pas péter, ça ne va pas se retourner contre nous, ça va pas... Moi, quand je dis ça s'imposera, quand je dis les mouvements de population, les déplacements de population massifs qui feront exploser les murs et les frontières et les radars, etc., ils s'imposeront, je pense effectivement que ça peut prendre une forme hostile. C'est pour ça que parce qu'on est... La guerre, on la mène et on peut se la prendre en pleine face. Bien sûr, je pense que... En plus, je trouverais ça presque normal. Il y a de quoi se révolter. Il y a de quoi se révolter de voir d'être obligé de subir un partage du monde qui repose sur aucun autre fondement que la satisfaction des besoins de ceux qui décident de ce partage du monde, quoi. Donc il y a de quoi se révolter. Moi, je me demande même comment ça c'est pas venu plus tôt. Mais voilà, mon espoir, il est sur il repose sur deux. Enfin, mon espoir. Disons les raisons qui font que je pense que on évitera peut-être cette guerre totale, là, cette guerre dans les deux sens, parce que pour l'instant, elle est unilatérale, la guerre. Voilà, on attaque des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. C'est d'une part ce que je vous disais, c'est arriver, mais je dis même pas de l'extérieur, quoi, cette prise de conscience par des gens, par des individus, que le migrant c'est pas un ennemi.
je pense que ça peut se faire. Et puis, arriver à trouver les moyens de convaincre, alors pas sur des arguments, pas en comptant sur leur sincérité, de convaincre les dirigeants, disons les personnes qui décident de ces politiques, que c'est pas la meilleure façon de gérer l'avenir. Voilà, quand je dis c'est pas en reposant sur leur sincérité ou sur leur bonne volonté, mais en trouvant les moyens de les inciter à aller dans une direction qui n'est pas cette espèce de folie sécuritaire dans laquelle on est engagé depuis quelques années. Et je ne sais pas, c'est peut-être un bulletin de vote, c'est peut-être d'autres moyens. Voilà. Ça c'est à trouver. J'ai pas les solutions, moi. Je réfléchis. En tout cas, faire la paix plutôt que faire la guerre, quoi. Ouais, si on veut, ouais. C'est beau ce que tu dis, Jean-Marc. Bon, il y a du boulot là, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Claire. Merci, Claire. Merci à vous.